Merci David, bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Comme David vous l'a annoncé il y a quelques instants, nous allons ce soir parler inclusion et diversité et nous allons voir pourquoi la com interne a un rôle déterminant dans l'inclusion des collaborateurs, pourquoi, mais aussi comment. Nous vous donnerons également des conseils pratiques pour faire de l'inclusion un sujet présent dans votre com interne. Pour en parler et pour débattre autour de ce sujet, deux invités autour de moi ce soir. Maya Agege, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité, qu'on appellera ce soir AFMD, si vous le voulez bien. Pour faire plus court. Pour faire plus court, exactement. Et à vos côtés, Adrien Figula-Le Thor. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Vous êtes quant à vous le fondateur d'AFL Diversity. Alors avant d'évoquer ce sujet passionnant, mais peut-être aussi un peu complexe, que celui de l'inclusion et de la diversité, je vous propose de nous présenter d'abord vos activités respectives. Maya, pour commencer, l'AFMD, qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que c'est? Alors l'AFMD, c'est 15 ans d'observation, d'action et de production d'outils. On rassemble plus de 160 organisations, employeurs, de toute taille, de tout secteur, partout en France. Et ce qu'on fait avec ces organisations, c'est qu'on les fait travailler, on se base sur l'intelligence collective pour finalement produire de la connaissance autour des questions de prévention de discrimination, de management de la diversité et de politique d'inclusion. Merci Maya. Adrien, chez AFL Diversity, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on agit pour la diversité et l'inclusion? Alors nous, notre mission, c'est d'aider les entreprises à être plus inclusives, de comprendre là où elles en sont aujourd'hui sur les différents piliers de la diversité, de fixer avec eux les objectifs, les enjeux, là où ils ont envie d'aller, et puis finalement de co-construire avec eux un programme personnalisé, sur mesure, pour aller de ce point à ce point B. Et on va passer à travers de la formation, la création d'outils de e-learning, du coaching de dirigeants, puisque c'est important, on va en reparler ce soir, mais sans l'engagement des dirigeants, vraiment du top management, on ne peut pas rendre son entreprise plus inclusive. Donc, et puis on organise nous aussi, parce qu'on croit beaucoup en l'intelligence collective, tout comme la FMD. On pense que la transformation positive et durable de l'entreprise ne peut passer que par l'engagement des salariés sur ces sujets-là. Donc on organise des ateliers avec les salariés, avec les salariés engagés dans des réseaux, pour justement les rendre acteurs de cette transformation. Alors, avant d'entrer dans le détail de l'inclusion en entreprise et de son application en com interne, Adrien, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'inclusion? On pense beaucoup aux personnes en situation de handicap, notamment en situation de handicap physique, mais ça ne s'arrête pas là, et je pense que c'est important de commencer par le rappeler. Exactement, et vous l'avez dit, et les personnes en situation de handicap physique ne représentent qu'une toute petite minorité des personnes en situation de handicap, puisque 80% des handicaps sont invisibles. Et donc, ils sont présents partout et en entreprise tous les jours. Vous croisez toutes et tous des personnes en situation de handicap qui ne le disent pas. Alors pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'ils ne se sentent peut-être certainement pas en sécurité pour le faire. Et c'est tout le rôle de l'inclusion et de l'entreprise inclusive. Elle est inclusive à partir du moment où elle met en place un environnement, un écosystème dans lequel chacune et chacun des salariés va se sentir en sécurité pour être lui-même avec ses différences. Et c'est, je dirais, le step après l'intégration. À l'intégration, on intègre des collaborateurs différents et on essaie un peu de les modeler dans un cadre existant. L'inclusion, c'est on va faire évoluer ce cadre pour intégrer justement ces diversités. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que quand on est dans l'inclusion, là, les différences deviennent une force. Et là, on voit la puissance et la richesse de la différence et de toutes les diversités. Donc c'est une vraie diversité, Maya. On parle d'origine, Oui. de préférence, de physique également, oui. D'orientation sexuelle. C'est bien ça dont on parle. Hein. Alors, en effet, c'est important de définir les termes. Donc, si on reprend, il y a ce qu'on appelle les politiques diversité. Dans les politiques diversité, vous allez avoir des politiques qui sont organisées par objectif. Est-ce qu'on cherche à atteindre l'égalité professionnelle femmes-hommes? Est-ce qu'on cherche à atteindre l'égalité des chances? Est-ce qu'on veut de l'équité, de l'égalité de traitement? On peut parler de diversité pour se dire, comme vient de le dire Adrien, il va y avoir des marqueurs identitaires. J'ai telle religion, j'habite à tel endroit, je viens de telle classe sociale. Il va y avoir ce qu'on appelle des populations cibles.
le handicap. Et donc en France, il y a 25 critères de discrimination. Je vous invite à aller regarder lesquels ils sont. Et comme le dit Adrien, moi je pense que le sujet, il est vraiment autour de l'inclusion dans le sens de faire participer en fait à un collectif, être acteur d'un collectif de travail et que l'entreprise, elle fasse participer ces personnes. Ça, c'est la première chose dans l'inclusion qui est, j'allais dire, un pilier de l'inclusion. Et la deuxième chose, c'est le sentiment d'appartenance. Et je pense que c'était ça, ce qui ressortait dans ce que tu viens de dire maintenant. Le sentiment d'appartenance, il doit être fort envers son organisation. Et il ne peut être fort que si on est soi-même et que si on se sent traité avec respect et équité. Donc, pour le coup, l'un ne peut pas aller sans l'autre. La diversité ne peut pas aller sans l'inclusion. Parce que ce soir, on parle d'inclusion au niveau de la com interne. Ça veut dire qu'on s'adresse à des salariés. Alors, il y en a certains qui sont assez faciles finalement à cibler. Une personne en fauteuil roulant, ça se voit. Il y a d'autres formes de diversité qui ne vont pas forcément se voir au premier coup d'œil. Comment est-ce qu'on fait quand on est responsable de com interne pour savoir finalement si ça concerne beaucoup de monde ou pas ? Alors, moi, ce que je trouve intéressant dans cette question, c'est déjà de se dire à quoi ça sert la communication et pourquoi on la fait. Là, pour le coup, la communication interne, sa caractéristique première, c'est de tisser, de créer du lien social entre les différents acteurs de l'organisation. Et du coup, pour moi, le lien avec l'inclusion, il est quand même clair. Sur ce point-là. La deuxième chose qui, je pense, est important à avoir en tête, c'est que les politiques diversité, tout comme les campagnes de communication, elles ne s'en font pas hors sol. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas faire des politiques diversité de manière abstraite, sans salariés, sans politique, sans actions mises en place, sans événements. Et c'est de la même chose pour la communication. Donc pour moi, c'est vraiment, j'allais dire, les deux points importants qui me semblent nécessaires de mettre en avant. Et puis la troisième chose autour de l'enjeu de cette communication, je pense, c'est se dire que... Donc, c'est se dire finalement... comment je fais... C'est la communication... Le lien entre la communication interne et la communication externe, en fait. Parce que là, aujourd'hui, on parle de communication interne, mais la communication interne, elle ressort, elle rayonne aussi à l'extérieur. Parce que nos salariés sont également nos premiers ambassadeurs à l'extérieur. Et donc, ce qu'on va réussir à mettre en place, et donc la marque employeur qu'on va mettre en place à l'intérieur, va également rejaillir à l'extérieur. Donc, pour moi, il y a ces trois gros enjeux sur la communication. Adrien, un petit mot là-dessus ? Oui, je trouve que c'est important. Tu vois, tu disais tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à finalement cibler ces collaborateurs qui sont des diversités. Et en fait, justement, je trouve que l'objectif, c'est pas de cibler les collaborateurs qui sont issus des diversités. Autant dire qu'une personne LGBT, elle sait qu'elle est LGBT, elle sait ce que c'est, et elle y est confrontée tous les jours, voire même en entreprise. On dit qu'un salarié, il doit faire au minimum une fois par jour son coming out, parce que finalement, on s'en rend pas compte. Mais quand on est avec un collègue qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ou un nouveau collègue, ou un nouveau client, ou un nouveau fournisseur, qui vous pose la question, alors ta femme, elle fait quoi ? Et en fait, voilà. Donc, les collaborateurs concernés par les diversités, ils savent ce que c'est. L'enjeu, et c'est là, je trouve, où la com interne elle a un vrai rôle à jouer. L'enjeu, c'est de sensibiliser tous les autres. Parce que la diversité, c'est le sujet de tous les collaborateurs. Et le handicap, par exemple, pareil, une personne en situation de handicap, elle sait ce que c'est. Et elle a compensé son handicap et elle le vit tous les jours depuis de nombreuses années. L'objectif, justement, et c'est là où est le rôle de la com interne, c'est de faire que ce sujet devienne celui de tous les collaborateurs. Et celui de, finalement, se rendre compte qu'on est tous différents et que la majorité, elle est écrasante. Et c'est comme ça. On a tous des biais. Et c'est juste en prendre conscience et réussir à se dire que, en fait, peut-être que tout le monde n'est pas comme moi, n'a pas la même vie que moi, même si je fais partie d'une majorité. Et donc, être attentif et être à l'écoute des autres. Et ça, la com interne, je pense, a un rôle à jouer là-dedans pour mettre ce lien et faire connaître, justement, libérer la parole. Et je réagis parce que ce que tu dis me fait penser à quelque chose. Je pense aussi qu'il y a un enjeu extrêmement fort autour de désiloter les services dans l'entreprise.
et que à la fois la force et en même temps comment dirais-je, le problème qu'il peut y avoir avec le service de la communication, c'est qu'à la fois ils doivent tout savoir, savoir tout ce qui se passe dans toute l'organisation, et en même temps ils ne peuvent pas tout savoir. Et je pense que donc le dernier enjeu que je verrai là en t'écoutant, c'est de me dire, mais comment on fait le lien entre les services ? Comment on fait le lien, par exemple, entre le service diversité et le service communication pour justement, parce qu'il faut le dire, les responsables communication, tout leur boulot, c'est de dire la diversité, c'est de parler du sujet, c'est d'expliquer ce que c'est, comme tu viens de le dire. Et donc, ça me paraît, j'allais dire, presque logique de se dire, mais comment on décilote les services ? Ça, c'est à vous de jouer. A priori, c'est à vous de jouer. Un premier défi pour vous qui nous écoutez ce soir. Comment est-ce qu'on fait pour parler de diversité et d'inclusion en com interne sans en faire trop ? Il y a peut-être un risque qu'on passe dans un espèce de greenwashing de l'inclusion. Comment est-ce qu'on ne passe pas cette frontière ? Comment est-ce qu'on est juste dans sa communication ? Maya ? Énorme sujet. Pour répondre à cette question, je vais donner 3 notions qui me semblent, qui me semblent cristalliser tous les enjeux dont on vient de parler. Le premier, c'est représentation, le deuxième, c'est représentativité, et le troisième, c'est reconnaissance. Dans la communication, souvent, quand on parle de diversité, on a l'impression qu'il faut faire de la représentativité, c'est-à-dire de la quantité. Il y a une idée quantitative où on va indiquer une qualité d'un échantillon qui devrait représenter la population. Quand on parle de représentation, on parle plutôt de rendre visible, donner à voir des collaborateurs ou des collaboratrices dans leur diversité. Je mets des guillemets sur ce mot de diversité, même si on l'a défini juste avant. Et de l'autre côté, dans la représentation, il y a cette idée aussi de donner la parole, être écouté, être considéré. Et très souvent, dans la communication, ce qu'on voit dans les travaux qu'on a menés, c'est que on glisse de la représentation, c'est-à-dire du message, à la représentativité, c'est-à-dire ce qui est visible. Et donc, comme tu l'as dit, tu l'as sous-entendu, on passe de porter la voix, porter la parole, à finalement, je dirais, je ne sais pas comment le dire de manière politiquement correcte, donc je vais trouver... Mettons les pieds dans le plat ce soir. Mais de se dire qu'on va compter des gens et on se dire, c'est bon, on a un quota de personnes sur la communication. Donc je pense qu'il faut faire attention à ce glissement. La deuxième chose, le troisième point, c'est la reconnaissance. Parce que la question, finalement, elle est à la fois la question, c'est à la fois de dire « je reconnais l'individu dans son unicité », dans le fait que cette personne soit unique, et en même temps, je dois trouver des points communs, parce qu'on est là, on a parlé du sentiment d'appartenance, on est là pour rassembler. Le point de commun, enfin la communication, elle est là pour rassembler. Et donc, il y a vraiment, dans ce trio de notions, il y a, je pense, tous les enjeux de... montre que les gens sont divers, bien sûr, ok. Je montre que, en fait, on les a entendus, on les a écoutés et on porte la voix. Et je montre surtout qu'on les reconnaît tels qu'ils sont. Et ils sont à la fois uniques et en même temps comme tout le monde. Et voilà, moi, je pense qu'on joue vraiment sur ces 3 notions. Et justement, ça allait être ma prochaine question pour vous, Adrien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de pointer du doigt, finalement, ces collaborateurs qui font partie de cette diversité ? Non, je pense pas. Et même pour faire le lien avec ta question précédente, je pense qu'on est loin, très loin, d'être encore sur du diversity washing. Ouais. Et peut-être, on sera tous ravis le jour où on sera en train de se dire « Ah, faut pas qu'on en fasse trop ». Là, c'est too much. Ouais, là, je pense que les entreprises sont plutôt en train de chercher les sujets sur lesquels elles peuvent mettre en avant, parce que honnêtement, les actions... Alors, il y a certaines entreprises, grandes entreprises, qui sont vraiment rôle modèle sur le sujet et qui ont vraiment déployé un plan d'action global sur toutes les diversités, qui adresse tous les sujets, qui ont intégré les représentants du personnel, où les dirigeants ont pris la parole dessus. Dans
99,9% des entreprises en France, et je parle encore des grandes entreprises parce que le sujet est moins un enjeu prioritaire identifié dans les entreprises de plus petite taille. Voilà, on en est encore loin, donc j'ai envie de dire, soyez décomplexés et communiquez et faites savoir en fait. Là, moi, je dis toujours aux entreprises qu'on accompagne, la stratégie des petits pas sur ces sujets de diversité et inclusion est la meilleure. Une entreprise qui n'a jamais parlé du sujet LGBT en entreprise, elle ne va pas se mettre sur un char à la Gay Pride la première année. Non. Ça serait une grave erreur. Ouais. Personne ne comprendrait le message en interne. On est sur des sujets qui sont sociétaux, qui sont sensibles, où typiquement sur ce sujet d'inclusion LGBT, ça renvoie à de l'éducation, à des croyances religieuses, donc c'est touchy, et il faut l'aborder du coup de manière intelligente et encore une fois, petit à petit, et libérer la parole, mettre en place des espaces de parole, que ce soit des tables rondes, des conférences, des workshops, où on donne la parole aux collaborateurs et on dédramatise aussi le sujet. On n'est pas là pour changer l'avis ou le point de vue qu'un salarié a sur le mariage pour tous ou la GPA ou la PMA. C'est pas le sujet. Chacun garde ses convictions et elles lui sont propres et bien heureusement. Par contre, l'entreprise, sa responsabilité, c'est de faire qu'elle crée ce cadre inclusif, cet environnement pour que chaque collaborateur puisse se sentir à l'aise, quel qu'il soit, quelle que soit sa différence. Donc, j'ai envie de dire plutôt de lancer un appel pour que nos amis qui sont en com et qui font qu'on fait parler dans l'entreprise, qu'ils utilisent ces sujets-là. Parce que honnêtement, j'ai pas trouvé meilleur sujet pour engager les collaborateurs, leur donner envie, c'est vrai, hein, leur donner envie de travailler, leur donner envie de s'engager pour leur boîte. C'est un sujet magique. Donc, je les encourage vraiment à utiliser ça et ça marche. Et c'est vrai qu'on a cette impression de diversity washing de manière assez constante et pour le coup, les entreprises sont plutôt frileuses de communiquer à l'externe, notamment. En interne, c'est un peu différent. Et ce que je trouve c'est très paradoxal avec le sentiment de saturation qu'on entend parfois. On entend très souvent, il y a trop d'acteurs, trop de messages, il y a trop d'outils, il y a tout le temps quelque chose. Si c'est pas la journée internationale des droits des femmes, c'est la semaine de l'entreprise, j'allais dire la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Hop, petite publicité. Non, pas du tout. Non, il y a la semaine de l'emploi européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, il y a vraiment, moi je trouve, cette espèce de ce paradoxe, parce qu'en réalité, on ne communique pas tant que ça sur ces thématiques et sur ces enjeux-là. Et je pense que ça fait partie des difficultés, du coup, de se dire comment on va au-delà de ce paradoxe. Justement, est-ce que ce n'est pas la plus grosse difficulté ? Vous disiez trop de messages, trop d'acteurs. Adrien, tout à l'heure, vous parliez de toutes les diversités. Est-ce que le fait, finalement, je vais dire qu'elles soient si diverses, qu'elles soient si nombreuses, rend la tâche encore plus compliquée ? Moi, je ne trouve pas. Et je trouve justement qu'il faut aborder la diversité en entreprise dans sa globalité. On ne peut pas hiérarchiser les discriminations et on ne peut pas hiérarchiser les diversités. C'est pas plus grave d'avoir un propos raciste en entreprise que d'avoir un propos homophobe ou avoir un propos sexiste. C'est juste, ça n'a pas sa place en entreprise. Et donc le fait de le dire, de l'afficher, et je recommande toujours d'ailleurs aux entreprises quand ils commencent en fait à s'engager dans une démarche et dans un plan d'action, de bien le mettre dans une vision globale, dans un plan un peu plus macro, pour présenter à leurs salariés tout ce qu'ils ont prévu de faire, et parce que ça peut être sinon contre-productif. Si on commence par le sujet des femmes, ah ouais, mais encore les femmes, ah bah ça va, nous les mecs, donc on va plus évoluer, c'est ça. Bah. Mais pourquoi les LGBT ? Attendez, vous avez vu avec les objectifs qu'on a, vous croyez qu'on a que ça à faire de s'occuper des LGBT ? C'est la vie privée. Voilà. À chaque fois en fait. Donc le fait de mettre ça sous un chapeau, qualité de vie au travail, bien-être des collaborateurs, voilà, et avec une vision un peu globale, me semble être la bonne manière de procéder. Voilà. Ouais. Et pour moi, un des vrais points d'attention, c'est plutôt de ne montrer que cette communication multicolore. On va, c'est un peu le sujet de la représentativité dont je parlais tout à l'heure. On va mettre des personnes de plein de couleurs différentes
souvent avec un grand sourire, parce qu'en fait, on est tous très heureux de travailler, on est super content d'être dans l'entreprise. Et au contraire, moi, je pense que faire ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça, pour vous, ça voudrait dire couleur de peau différente égale personne différente. Or, ce n'est pas que l'apparence physique qui amène une différence, et parfois des personnes ont des couleurs différentes, des religions différentes, et pourtant, les mêmes opinions, les mêmes expériences, les mêmes parcours professionnels, etc. Donc pour moi, il y a un écueil à éviter, c'est vraiment ce truc de multicolore. Je pense que ce serait vraiment dommage, parce que pour le coup, l'inverse, je pense que l'inverse est plus intéressant, c'est-à-dire plutôt que de montrer dans la communication des différences, ne pas enfermer les personnes dans leurs différences et montrer comment ces gens se rejoignent. Ça, c'est un point intéressant, je pense, pour mettre en place une communication plus inclusive. Parce qu'on poursuit dans tout ça un objectif qui est à chaque fois le même, celui de l'intégration. Pas tout à fait. Ça dépend de comment on voit les choses. Moi, comme je l'ai dit, il me semble, ce que je trouve intéressant et passionnant là-dedans, c'est qu'on essaye de faire de la cohésion sociale dans un endroit où les gens n'ont pas choisi d'être ensemble. En fait, c'est ça ce qui est en train de se faire quand on parle d'inclusion. Et dans un endroit où il est censé ne pas y avoir de politique ou de débat trop compliqués, parce qu'on n'est pas là pour ça non plus. Tout à fait, mais en même temps, on ne peut pas travailler avec des gens, on ne peut pas collaborer en fait comme des robots. Et d'ailleurs, ça fait partie des exemples de communication peut-être dont on parlera tout à l'heure. En fait, parce qu'on n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Et on le voit bien, c'est pour ça que la com RH, c'est toujours très intéressant. Donc, je pense que c'est ça, que du coup, c'est pas l'intégration le sujet, c'est vraiment la cohésion sociale. Si j'ai le droit de ne pas être d'accord Mais tout à fait, on est là pour ça. Moi, j'aime pas le mot intégration, de toute façon. C'est vrai? Ça, je savais pas. Non, mais je trouve le mot inclusion tellement plus joli. Oui, alors après, il y a inclusivité. Maintenant, j'entends beaucoup inclusivité. Je pense qu'il y a vraiment... Alors, quelle différence on fait entre l'inclusion et l'inclusivité? Ah là, je savais qu'à un moment donné, j'allais avoir une colle. Alors, j'en sais rien. Non, mais j'en sais rien, mais je vais essayer d'expliquer quand même ce que moi je comprends. En fait, l'inclusion, le mot vient de l'anglais. De la même chose que diversité, ça vient des politiques aux États-Unis. Et depuis un an à peu près, on entend ce mot d'inclusivité qui, pour moi, si je le comprends bien, dans l'inclusivité, si je prends, comment on appelle ça, la racine du mot, il y a une sorte d'action, en fait. À l'intérieur ça serait une sorte d'action inclusive, en fait. C'est ça, l'inclusivité. Mais en réalité, les personnes l'utilisent de la même manière que le mot inclusion. Donc, en fait, faut faire comme on a... Non, mais comme on le ressent, quoi. Si on n'est pas à l'aise avec le mot inclusivité, on n'utilise pas inclusivité. D'ailleurs, si on n'est pas à l'aise avec inclusion, il y a égalité des chances, il y a plein d'autres mots. Il y a équité, il y a plein d'autres mots. Donc, voilà. Faut vraiment, comme tu l'as dit, il faut être ultra décomplexé parce que je pense qu'il y a... Pardon, je peux encore dire deux choses, mais il y a deux choses qui me semblent intéressantes aussi. C'est... faut être très à l'aise aussi avec le fait de dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce que ça veut dire, on ne comprend pas ce que c'est. Parce qu'en fait, tant qu'on ne dit pas qu'on ne sait pas, on ne va pas justement en apprendre. Et puis, il y a une deuxième chose et j'en parlais avec des étudiants, j'étais à Kedge la semaine dernière, en fait, la première réaction des étudiants, c'était « Non, mais de toute façon, on est tous pareils, donc pourquoi on parle du sujet ?» Et ça, c'est extrêmement français de dire « On est tous pareils », il y a une sorte d'universalisme, « Toi et moi, on est pareils, Adrien ». Mais en réalité, non. Mais de dire qu'on est dire qu'on n'est pas pareil, ça ne veut pas dire qu'on est différent. Par contre, c'est sûr que Adrien et moi, on n'a pas le même vécu au quotidien. Quand je marche dans la rue, le soir, je pense que je me pose plus de questions qu'Adrien. Quand une personne noire est face à quelqu'un qui change de trottoir, c'est pas le même vécu que moi. Moi, il n'y a personne qui change de trottoir quand je passe dans la rue. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé. Non, mais donc je pense qu'il faut aussi être à l'aise avec ça et comprendre que c'est pas grave. Non, on n'est pas tous pareils. C'est pas grave. Il y a d'autres choses qui nous rassemblent et pas forcément cette expérience-là. Oui, c'est pas une mauvaise chose de dire qu'on est différent. Exactement. Et j'aime beaucoup, nous on l'utilise beaucoup, être confortable, d'être inconfortable. C'est des sujets sur lesquels on peut être inconfortable et c'est OK. Et justement, on va en parler et on va travailler dessus et on va comprendre. Et là, ça devient intéressant.
inconfortables parce qu'ils sont sensibles. Et justement, on va voir comment mettre en œuvre une com interne inclusive. On a parlé des erreurs sur lesquelles qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a un ton idéal en com interne pour parler d'inclusion ? Est-ce qu'on doit rester très sérieux ? Est-ce qu'on a le droit de faire un peu d'humour ? Comment on fait ? Alors, donc nous, je vous invite à aller regarder, on a travaillé sur communiquer sur la diversité. C'était tout un groupe de travail animé par Aude Seurat, qui est chercheur en sciences de l'information et de la communication. Justement, on a rassemblé pas mal de documentation et de communication interne. Pour moi, un ton intéressant. Alors, on peut avoir l'humour. En fait, il n'y a pas de ton, non. Donc la réponse à la question, c'est non. Par contre, adopter une forme narrative, et ça revient à ce que tu as dit au tout début, Adrien, adopter une forme narrative à travers du théâtre, une bande dessinée, des histoires, du vécu, des trajectoires, ça sera souvent mieux entendu, mieux perçu, mieux compris. Et donc, les chances l'efficacité, le pourcentage d'efficacité est plus élevé, je pense. Je reviens sur ce que je dis tout à l'heure. Mettre en avant des choses qui rassemblent, et l'humour peut rassembler. C'est aussi une façon de mettre en place une communication plus inclusive. Et je compléterai en disant que je pense qu'il faut vraiment, chaque entreprise est différente, chaque secteur d'activité est différente, et il faut vraiment garder son ADN, même pour communiquer sur des sujets sociétaux et importants comme ceux-là. On va pas communiquer de la même manière chez Thales que chez L'Oréal et chez Disneyland Paris. Et donc, c'est OK, effectivement, d'avoir des façons de communiquer, d'aborder le sujet différemment. Nous, parfois, on fait intervenir des chercheurs du CNRS parce que l'entreprise a besoin vraiment d'une approche très académique sur le sujet du genre. Et parfois, on va faire intervenir Christophe Beaugrand pour parler, parce qu'il va incarner un sujet, il l'incarne dans la société. Nous, on va faire intervenir un chef qui a participé à un concours de télé et à qui il manque une main, et parce que du coup, il va raconter son histoire et il va inspirer. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, et il faut vraiment bien comprendre en fait qui est l'entreprise et comment elle a de l'habitude de communiquer aussi, pour pouvoir juste être dans la continuité. Il ne faut pas que ce sujet arrive, ce qui serait mauvais, et l'erreur serait d'apporter ce sujet-là comme un truc qui vient de nulle part et où vous l'abordez en fait d'une autre manière que d'habitude vous parlez à vos collaborateurs. Vraiment, en fait, je pense que c'est juste un autre sujet qui concerne tous vos collaborateurs, et donc il faut garder la même effectivement narration, le même esprit. Et si d'habitude vous utilisez l'humour pour communiquer avec vos collaborateurs, gardez ce ton-là, parce que je pense qu'ils seront plus à l'écoute. Mais c'est très bien ça, on est sur la dédramatisation dont vous parliez tout à l'heure, Maya, finalement. On en fait un sujet comme un autre. C'est un sujet de com interne comme un autre. Oui. Et c'est plutôt bon à savoir. Dans cette veine, est-ce que vous avez, Maya, Adrien, des conseils à adresser à tous les communicants, tous les spécialistes de com interne qui nous regardent ce soir et qui se disent que, peut-être pas dès demain, mais dès lundi, ils vont se pencher sur l'inclusion dans leur stratégie? Ouais, tu veux... Vas-y, Maya, je t'en prie. Moi, je voudrais peut-être partager des communications alternatives qui nous semblaient intéressantes, que j'ai listées sur ma petite feuille, pour ne rien oublier, pour aller un peu au-delà des représentations stéréotypées. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'on peut faire si on ne met pas des personnes de couleurs différentes qui sourient dans la communication? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je reprends, tu as parlé de Thales tout à l'heure, il y a un instant. Thales, par exemple, a créé toute une communication sur la déconstruction des stéréotypes, en mettant dans les miroirs des toilettes des formes avec un mot au-dessus, avec un point d'interrogation. Donc, il y avait par exemple une forme de visage blond avec des lunettes, et il y avait marqué secrétaire pour l'interrogation. Il y avait une forme avec des cheveux n'importe comment, un tatouage ici, il y avait marqué créatif pour l'interrogation, et en face il y avait
un homme avec une moustache ou une barbe avec marqué manager. Et ça a lancé toute une campagne ultra intéressante, c'était partout dans le monde, avec des collaborateurs et des collaboratrices qui se prenaient en photo pour justement déconstruire les stéréotypes en disant « non, c'est moi le secrétaire » et « non, c'est moi la manager ». Et ça a vachement bien marché. Un autre exemple, c'est, tout à l'heure on parlait de « on n'est pas des robots », une autre façon de faire de la communication, c'est de montrer un univers qu'on appelle dystopique. C'est aussi un peu ce qu'on fait de temps en temps quand on parle de métaverse. Mais ce monde dystopique, ça peut être un monde de non-diversité, où par exemple la Commission européenne avait fait toute une communication avec des robots qui poussaient des chariots, des robots qui écrivaient sur des ordinateurs, et finalement les robots avaient tous le même logo que les ordinateurs, que les choses en fait. Et donc, tu es là, genre, non, moi, je ne veux pas travailler là. Donc, il y a plein de choses. Il y a, par exemple, EDF ou Carrefour, ils avaient fait des communications plutôt humoristiques. Carrefour, ils avaient fait un peu comme le casino. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle ce truc, la machine à sous, où, pour montrer qu'on pouvait avoir plein d'identités. On pouvait être senior et avoir envie d'apprendre. Je ne sais pas, je n'ai pas trop d'idées. Ou on pouvait aussi... l'humour, c'était par exemple... toute la communication, elle était basée sur la préhistoire. Alors que, on est au XXIe siècle. Et ils avaient adapté tout ce qui se passait au XXIe siècle à la préhistoire pour rendre ça humoristique. Donc, il y a plein de possibilités. Et je rejoins, en fait, toutes ces boîtes, elles se sont adaptées à leur culture, leur façon de communiquer. Mais je voulais dire un dernier exemple, et je te laisse la parole parce que je parle beaucoup trop. Je t'écoute. Mais je sais que tu vas rebondir sur celui-là, donc c'est pour ça que je fais la transition. En ce moment, par exemple, une façon de communiquer de plus en plus, c'est d'organiser des concours d'éloquence. Donc on voit, il y a Orange, BNP Personal Finance, L'Oréal qui utilisent ce type de canaux. En mettant comme sujet la diversité. Une manière de faire finalement parler leurs salariés et de parler du sujet sans que la communication ne vienne d'eux finalement, ne vienne du top. Mais là, pour le coup, ils font bosser les salariés. Ils font bosser les salariés, mais pour aussi pour la reconnaissance de tout à l'heure, dans les trois piliers, la reconnaissance, au final, elle est là, quoi, quand on parle de concours. Adrien, un dernier conseil pour ceux qui nous regardent et qui veulent mettre en œuvre une communication interne inclusive ? Utiliser peut-être les nouveaux formats, des formats qui vont donner envie aux salariés de s'intéresser au sujet. Parce qu'encore une fois, on est conscient que la majorité ne se sent pas concernée par la diversité. Donc il faut réussir, et c'est ça l'enjeu, je trouve, de la com, c'est réussir à capter leur attention et à faire qu'ils s'emparent du sujet et ils comprennent que c'est leur sujet. Donc évidemment, les podcasts, par exemple, ça peut être une super idée pour pouvoir, par hasard, on est là. pour pouvoir donner la parole à des salariés rôle modèles, des salariés qui vont pouvoir raconter leur histoire ou de l'externe pour partager des histoires inspirantes. Donc les formats peuvent être nouveaux, les tables rondes, ça marche bien, inviter des personnalités extérieures, mélangez-vous des entreprises qui viennent parler dans d'autres entreprises, convier, évidemment pas des concurrents, mais vous conviez une autre entreprise qui a peut-être une autre histoire à raconter. Le but n'est pas de vous rendre, de montrer que vous êtes à la traîne sur le sujet, mais au contraire, ça va montrer que vous vous intéressez à ce sujet-là et vous pourrez à cette occasion prendre des engagements, faire parler en fait vos dirigeants aussi sur ces sujets-là. Alors Adrien, merci beaucoup pour cette perche, puisque vous parlez des nouveaux médias. Et justement, nous venons d'être rejoints à nouveau par David, qui lui s'y connaît bien en nouveaux médias. Quand on dit podcast, j'arrive. Non, je voulais pas. Vous venez de nous partager une initiative de Nouvelle Voix qui concerne l'inclusion, et plus particulièrement celle des seniors. Effectivement, alors les nouveaux médias, ça marche très bien avec le podcast. Le podcast, c'est assez magique parce qu'en fait, finalement, on arrive à créer une intimité avec quelqu'un sans qu'il soit filmé, sans qu'il soit stressé. Et parce qu'on peut prendre un temps long pour enregistrer et couper derrière, ça permet d'avoir quelque chose de très authentique. Je l'ai pu le tester récemment avec un grand laboratoire pharmaceutique où on a fait la semaine du handicap. On a choisi de traiter cette semaine du handicap sous la forme de podcast où, par exemple, on a interrogé un collaborateur qui était en situation de handicap non visible, mais par son portrait, par des questions, par
on a enregistré plus d'1 heure et ça a donné un podcast de 10-12 minutes. Et ben, on a réussi à comprendre c'était quoi son sujet, c'était quoi son combat, c'était quoi ses malaises. Et on a réussi à rentrer dans sa tête, en fait. Et c'était, j'ai encore les poils parce que c'était quelque chose de très, très émouvant. Et oui, effectivement, Johanna, sur les seniors, alors c'est une histoire très, très personnelle que je vous raconte en 2 secondes. Un jour, mon oncle arrive un soir et il me dit, voilà, je viens de partir à la retraite. 30 ans dans ma boîte, j'ai pas eu un pot, j'ai pas eu un cadeau, je suis parti comme ça avec mon attaché-caisse, il y avait un attaché-caisse à l'époque, c'était il y a quelques années, et en fait il était vraiment malheureux parce que finalement il avait donné énormément de lui à cette boîte qu'il avait jamais remercié. Ça m'a donné une idée. Moi, je fais des podcasts très humblement. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi pour essayer de mettre ces seniors-là en lumière dans ces entreprises, alors qu'on sait que les seniors ont énormément de choses à nous apprendre, qu'ils ont un héritage, qu'ils connaissent l'histoire de l'entreprise. C'est énorme. Et on est soumis à une espèce parfois de jeunisme qui fait en sorte que les seniors, ils sont moins forts sur Excel ou moins forts sur les outils digitaux. Donc, on les stigmatise un peu et on le voit tous les jours en entreprise, ça. Donc j'ai décidé de proposer à une entreprise de faire un portrait d'une personne qui partait en retraite. Donc ils m'ont désigné une personne qui partait à la retraite. On a été la voir, cette personne, et on l'a interrogé pendant 2 heures. On a tout compris. Il a pu partager sa carrière, ce qu'il a pu ressentir, ses anecdotes, ses conseils. Ce podcast-là, il a été remis par l'entreprise à cette personne senior à l'occasion de son pot de départ sous la forme d'un joli coffret. Voilà ce podcast d'héritage pour toi. Donc il était très ému, il a pu le faire écouter à sa famille, etc. Et on en a fait de ce podcast 2 minutes 30 de best-of qu'on a fait découvrir à l'ensemble de l'entreprise via le réseau social d'entreprise. Ça donne ce que vous allez entendre. Alors c'est un petit extrait, on a encore raccourci pour pas que ce soit trop long. Mais écoutez, il s'appelle Gilbert et c'est un plaisir de l'enregistrer. J'ai travaillé 46 ans. Vous savez, je suis rentré, moi je vais vous confier sincèrement, quand je suis rentré, je croyais rester quelques mois. J'avais pas l'habitude de la grande entreprise. Je pensais rester quelques mois, je suis resté 14 ans. Quand j'étais enfant, je me destinais pas du tout à la carrière de comptable. Vous savez, à l'époque, ça fait quand même pas mal d'années, mais c'était dans les années 60. Donc, on voulait surtout que la progéniture fasse des études. C'est moi, au fil des années, qui me suis un petit peu dirigé vers une carrière économique et comptable. En fait, je pense que la carrière professionnelle reflète un peu la vie en général, où j'ai eu l'opportunité de monter ma propre petite entreprise pendant une 15aine d'années. J'ai quitté mon magasin dans des conditions très très dures, donc je suis reparti pratiquement à zéro. Si on écoute trop les anciens, on reste dans le système, on fait des études. À mon âge, on s'aperçoit que les années ont passé très très vite et on n'a pas toujours fait ce qu'on a voulu. Il ne sert à rien d'avoir des regrets. On peut toujours faire mieux, on peut toujours avoir fait mieux au moment présent, évidemment, d'essayer de maximiser ses chances de succès, de profiter de la vie. Je n'ai plus de regrets. À bientôt, ce fut un plaisir. Voilà, l'effet, il a été vraiment hyper intéressant et je voulais partager ça avec vous parce que c'est une idée que je suis fier de vous apporter. Voilà. Merci beaucoup David et on salue tous les porteurs d'attaché case qui nous suivent ou qui nous suivront. Faut les inclure aussi. Ils sont dedans. On a dit que c'était très divers l'inclusion. Merci beaucoup David pour cette conclusion. Merci à nos 2 invités. C'était absolument passionnant. Maya Agege, déléguée générale de l'Association française des managers de la diversité, et Adrien Figula-Lothor, fondateur d'AFL Diversity. Merci à tous les 2. On va continuer tous à travailler de notre côté pour l'inclusion dans la com interne. Il y a encore du travail, mais ça avance. Et on compte bien sur un petit coup de main des Jeux paralympiques de Paris 2024 qui vont arriver très vite et qui vont permettre de mettre un petit coup de spotlight sur le handicap, qu'il soit visible ou invisible. Merci beaucoup David de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce podcast. Johanna, on travaille continuellement ensemble, donc là j'avais envie que tu le fasses, que tu la fasses. Et en plus c'est une émission que tu as choisie. Quand je te dis quelles sont les émissions que tu as envie d'animer dans cette semaine, tu as choisi celle-là, je veux celle-là. Et donc voilà, merci à toi. Merci à toi. Merci à tout le monde et puis merci à vous de nous avoir suivis pour cette avant-dernière journée de la Vibration Week. Il reste encore un podcast demain, David, c'est à 13h, c'est bien ça ? À 13h précise, 13h dans lequel on va parler des retours d'expérience d'entreprises qui ont créé leur collection de podcasts de com interne. Donc quelque chose de très concret, 3 clients qui ont testé, ils vont vous dire, ils ont goûté, ils vont vous dire s'ils ont aimé.
De quoi conclure en beauté. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à bientôt chez Nouvelle Voix.